Merci, chère Anne, de tes mots. Merci de ton accueil, une fois de plus. Et puis, merci du message que tu viens d'adresser. À ce titre, chère Anne, cher Patrick, monsieur le président de cette toute nouvelle métropole du Grand Paris, je voudrais, pour commencer, vous féliciter tous les deux. Il y a eu évidemment tous les débats autour de l'organisation et de l'intérêt de faire une métropole, n'y revenons pas. Et puis il y a eu les débats un peu plus politiques sur la gouvernance de cet outil nouveau. Et je peux vous dire ma fierté de vous avoir vu trouver ensemble un accord, démontrant ainsi à celles et ceux qui pourraient encore s'interroger sur l'utilité de la politique, la capacité que nous avons, tu l'as très bien dit, une fois les élections directes avec nos habitants passées, une fois le respect du suffrage universel et donc de nos familles et de nos convictions politiques, nous sommes les élus de toutes et tous et nous avons le devoir, ensemble, d'être capables, sur les grands enjeux, sur les grandes stratégies, de nous retrouver. Vous avez, Monsieur le Président, Madame la première vice-présidente de cette toute nouvelle métropole, réussi à le faire. Et moi qui ai, pardon de le rappeler, organisé cela avec un tout petit peu... je ne sais pas si c'était un brin de folie ou finalement peut-être un tout petit peu de vision avec Manuel Valls sur l'agglomération d'Évry en 2008, combien on me l'a reproché d'ailleurs à l'époque. On voit bien finalement que ce mode de gouvernance, au moins à l'échelon intercommunal, est évidemment une nécessité. Bravo à vous deux, je pense que vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Alors, aux côtés de mon ami Michel Tellet, président d'honneur de la MIF, nous avons, nous, vécu ces 4 années de préparation du fait métropolitain, de tous ces débats qui ont pu avoir cours à la fois sur la taille, la dimension de la région, bien sûr, de la métropole elle-même, sur cette loi, la MAPTAM dans un premier temps, avant les autres lois Allure, NOTRe, etc., qui allait peut-être, tu as raison, ne voyons pas ça sous le prisme de l'inquiétude, mais qui allait peut-être découper notre région Île-de-France en 3 parties, celle de la métropole du Grand Paris, toute puissante avec ses 7 millions d'habitants, celle de la Couronne, le reste de l'aire urbaine, jusqu'aux villes nouvelles, dont je suis, et puis celle qui a parfois le sentiment d'être abandonnée de nos territoires ruraux à la frange de la région. Et après ces 4 années de débat, ces 4 années d'inquiétude, nous entrons, mes chers amis, dans une autre phase, qui est celle de la construction. Et là aussi, merci pour tes mots, parce qu'on ne peut pas continuer systématiquement à regarder dans le rétroviseur, on ne peut pas, avec les responsabilités et les charges qui sont les nôtres, regarder devant en étant inquiets. Nous sommes là, tous ensemble, pour nous rejoindre, pour travailler, pour élaborer le projet métropolitain de la région Île-de-France et pour ensemble faire que ces 3 sous-secteurs de la région Île-de-France ne soient au final qu'un seul et même secteur complémentaire les uns des autres. Et je pense qu'en cela, c'est évidemment une nécessité. Alors je sais, mon cher Patrick, on est parfois un tout petit peu surpris de la façon avec laquelle Valérie Pécresse, à peine arrivée, lance le débat métropolitain. Valérie qui est évidemment excusée et très justement bien représentée. J'en profite d'ailleurs pour excuser également notre ami président de l'AMF, François Barouin, qui ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'opposer la région Île-de-France avec la métropole du Grand Paris. Je pense que ce serait une erreur, et tu l'as très bien dit, Patrick le revendique évidemment à juste titre, la métropole existe, elle a ses élus, elle a créé une réflexion, elle a créé une culture sur le fait métropolitain sur laquelle on ne pourra pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que perdure le débat d'une strate de plus, perdure en région Île-de-France cette illisibilité du millefeuille pour les habitants, les coûts que cela peut engendrer, la difficulté politique peut-être en matière de respect, de transfert ou de partage des compétences. Et de tout cela, il faudra que l'on discute évidemment, mais chacun est particulièrement, évidemment persuadé qu'il y a à la fois au sein de la métropole des process de travail à créer, et vous y attelez, vous étiez en bureau ce matin, et je trouve que c'est évidemment particulièrement rassurant, en même temps que la région
même si je fais partie de ceux, je vois François Durovray, président du département de l'Essonne, qui vient d'arriver, nous avons été de ceux dès 2010 à avoir dit que la métropole devait être à l'échelle de la région Île-de-France. Même si nous maintenons évidemment cette vision, il faut avoir à l'esprit qu'elle ne peut pas se faire comme ça juste par le débat politique, elle devra aussi se faire par la voie législative, puisque le fait métropolitain étant maintenant ancré à la fois dans les 17 grandes agglomérations de Grande Couronne, dans les 12 EPT qui forment la métropole du Grand Paris, il va falloir aussi maintenant respecter, et je sais que vous y êtes très attachés, la parole des maires aussi dans l'organisation de la région Île-de-France. Ça passera évidemment sans doute à terme par une modification sur son mode de scrutin, sans doute par une modification de ses sièges, mais ce débat entre la métropole et la région ne peut pas être un seul débat de périmètre, c'est évidemment un débat de process électoral, c'est évidemment un débat de compétences. Voilà le mot que je voulais dire, mon cher Patrick, en te souhaitant évidemment beaucoup de courage, beaucoup de constance et beaucoup d'ouverture. Je sais que tu en fais preuve à chaque instant avec tous tes vice-présidents pour faire que cette métropole soit un enjeu utile, soit le lieu où nous pourrons porter communément et en lien évidemment avec la Grande Couronne à laquelle je suis très attaché, tous les projets d'investissement, tous les projets d'enjeux, tous les projets qui feront de notre capitale une véritable métropole monde, en effet, que l'on pourra comparer aux autres. Mes chers amis, une fois que l'on a dit cela, je parlais de ces 4 années de discussion, de ces 4 années de débat. Nous ouvrons donc maintenant un périmètre d'années où nous allons, les uns et les autres, avoir à beaucoup rebâtir. Il y a évidemment, à l'échelle communale, qui est la nôtre et qui nous regroupe aujourd'hui, tous les projets pour lesquels nous avons été élus et que nous avons le devoir, évidemment, de respecter. Mais il y a aussi une profonde mutation institutionnelle qui accourt. Et ce fait métropolitain qui se déroule sur ce que l'on appellerait maintenant la Petite Couronne, il existe aussi en Grande Couronne avec ses 17 agglomérations qui regroupent des territoires dorénavant qui, dans la majorité des cas, dépassent les 300 000 habitants. Et on l'a dit ici l'année dernière. Le double effet de ciseaux, à la fois d'une très forte baisse de dotation dans nos communes, 60 à 70% de baisse de dotation entre 2010 et 2017, le fait d'être aujourd'hui dans des grandes agglomérations dans lesquelles chaque maire que nous sommes a perdu un tout petit peu de son pouvoir dans une collectivité qui elle-même est en train de gagner en compétences, doit nous interroger sur le fait communal. On a vécu en 2015 une année évidemment particulièrement difficile. La France a été frappée en son cœur et nous avons, nous les maires, au-delà éventuellement de la douleur que nous avons pu vivre, parce que nous connaissions peut-être des victimes, parce que nous avons eu à accompagner des familles de victimes, nous avons eu, j'aime bien cet exemple-là, à mettre en œuvre de façon accélérée, sans d'ailleurs savoir quelles en étaient les contingences, au-delà de Vigipirate Rouge, nous avons eu à mettre en œuvre Vigipirate Attentat. C'est intéressant, l'expérience de Vigipirate Attentat. On était d'ailleurs, au titre de la MIF, intervenu auprès de toutes les mairies en urgence dès le mois de janvier pour rappeler quelles étaient nos obligations. Dans Vigipirate Attentat, ce qui est marquant, c'est que finalement, ce n'est plus la règle, ce n'est plus la loi qui nous dit ce qu'il faut protéger et quel type de protection il faut mettre en œuvre. Il appartient au maire et à sa seule responsabilité de décider sur son territoire communal ce qui est dangereux et ce qui est à protéger. Ça montre le décalage qu'il y a entre cette évolution institutionnelle forte qui consisterait à nous enlever des moyens, qui consisterait à diluer notre pouvoir politique et la responsabilité que l'on continue de faire reposer sur nous au quotidien. C'est ça l'enjeu de demain, mes chers collègues. Comment allons-nous collectivement réussir à réinventer un modèle communal? Comment allons-nous continuer à réussir à maintenir ce lien social qui, pour le coup, dans notre vie démocratique, ne tient aujourd'hui qu'à la présence des maires? Pas parce que les maires sont les meilleurs du monde, quoique, en tout cas ceux qui sont présents aujourd'hui, mais parce que le maire est à portée d'engueulade, parce que le maire est en lien direct avec sa population, et parce que le maire, mine de rien, puisque cette fameuse clause d'intérêt général est peut-être celle qui est la plus utilisée par les maires. Je le rappelle, j'avais fait le buzz en juillet là-dessus, mais la cantine par exemple, qui est payée en moyenne par les Français, en moyenne, 1/4 de son prix réel. C'est un service qui n'est pas obligatoire par les communes. Nombre des services que l'on crée, nombre des services que l'on met à la disposition de la population et pour lesquels de temps en temps, Chambre régionale des comptes nous indique que nous dépenserions trop, ce sont juste des compétences que nos habitants nous demandent. C'est juste l'expression d'un modèle social à la française qu'après tout, on ne connaît plus. On a coutume de nous expliquer que le modèle social à la française, ce serait la sécurité sociale, ce serait la retraite, ce serait l'assurance chômage.
Comme si on avait oublié que quand on dépose nos enfants à l'école gratuite tous les matins, c'est normal. Non, l'école gratuite le matin, ça fait partie du modèle social. Le fait que dans ma ville, à Courcouronnes, un repas coûte en moyenne 11 €, repas, personnel, matériel, entretien du bâtiment, et que mes habitants en moyenne en payent 3 à 4 €, c'est ça le modèle social à la française. Que nos habitants payent en moyenne 1/6 du prix de la crèche, c'est ça le modèle social à la française. Et dès lors que nos communes n'auront plus les moyens, dès lors que notre pouvoir politique, pour répondre à cette attente des habitants, n'existera plus dans nos communes, alors il y aura une difficulté. Alors ce lien social, alors celles et ceux qui, comme moi dans une ville très populaire, maintiennent des tarifs de cantine très bas, tout en sachant qu'une sorte de famille, toute une catégorie de familles ne peuvent pas payer la cantine et que pourtant nous leur permettons d'accéder à la cantine parce que nous savons que ces enfants ne mangent peut-être parfois que ce seul repas dans la journée. Qu'allons-nous faire demain si nous ne sommes pas capables de nous réorganiser ? C'est peut-être ça le message que je veux porter dans cette nouvelle période qui s'ouvre à nous. Le modèle communal tel que nous l'avons connu, je l'avais déjà dit ici l'année dernière, on l'aime tous, on y est évidemment tous très attachés, mais pardon de vous le dire, on peut se défendre, on peut se battre, il n'existera plus. La baisse des dotations, elle va continuer. Je n'entends pas un seul présidentiable, de gauche comme de droite, qui évoque le sujet de la baisse des dotations dans la campagne de 2017. Donc ne nous faisons aucune forme d'illusion. Toutes celles et ceux qui annoncent d'ores et déjà les mesures d'économie à mettre en œuvre à partir de 2018 dans le cadre du redressement des comptes publics de l'État laissent à penser que la baisse de dotation au moins va continuer, sinon va s'endurcir. Et donc dans ces conditions, mes chers amis, nous allons devoir réinventer. Réinventer, ça va vouloir dire bouger les lignes. Ça va vouloir dire, comme nous l'avons fait le 19 septembre dernier en manifestant à l'échelle nationale, réexpliquer à nos habitants ce qu'est le fait communal, ce que sont nos services communaux. C'est intéressant ça. Les habitants qui nous soutiennent systématiquement sur tous les sujets, quand on leur dit « oui, alors sur les baisses de dotation, nous on n'est pas d'accord », et bien là d'un seul coup, les habitants se retournent vers nous et disent « commencez par faire des économies ». Super. Mais alors faire des économies dans une commune, ça veut dire quoi ? Baisser les investissements ? Ça nous a coûté 30 000 emplois l'année dernière dans le BTP. Et vous, nos entreprises partenaires, vous savez évidemment ce que cela veut dire. Augmenter les tarifs ? Commencer à rééchelonner tous nos quotients familiaux ? Finalement, fermer des services publics entiers ? C'est ça la question qui va se poser à nous. Et dans ce contexte-là, pardon pour celles et ceux qui sont très attachés au modèle actuel et qui n'ont pas envie de bouger, mais il va nous permettre, nous n'avons, décidément, que deux solutions à mettre en œuvre dans ce contexte-là. Le premier, évidemment, c'est de s'adosser avec force à la nouvelle intercommunalité. Et là, pour le coup, ça va évidemment dépendre des contraintes locales, ça va évidemment dépendre des cultures locales, ça va évidemment dépendre de la culture politique que les uns et les autres en matière de gouvernance nous aurons su créer sur nos territoires. Est-ce qu'on a 15, 20, 30 ans d'intercommunalité et la capacité à s'entendre sur des sujets stratégiques, ou est-ce qu'on se replie les uns sur les autres ? Et à travers l'intercommunalité, mutualiser, remonter des compétences, c'est un sens de l'histoire, il a cours. Et puis il y en a un second, qui est plutôt celui que moi je privilégie. J'avais évoqué ici la notion de commune nouvelle l'an passé. Quand je l'ai évoqué devant vous l'année dernière, il y en avait 75 en France. Il y en a aujourd'hui près de 500, dont près de 300 ont été délibérés, avec en moyenne 5 communes par commune nouvelle. Il ne s'agit pas forcément de se dire qu'on a baissé les armes, il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on arrête, qu'on abandonne, il s'agit juste de se projeter, d'être avec lucidité face à la réalité qui est la nôtre, et de se demander comment ce service municipal, comment cet échelon local dont nos habitants ont tant besoin, nous allons réussir à le faire perdurer. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Et bien une association comme la nôtre, l'association des maires d'Île-de-France, même si elle continuera à dire au Premier ministre « cette baisse de dotation va beaucoup trop vite », nous la comprenons, nous acceptons de prendre notre part à cet effort de guerre que nous devons faire, mais on ne peut pas le faire aussi vite. On ne peut pas couper les services publics que nous donnons à nos habitants, surtout dans une région comme la nôtre, qui cumule autant d'inégalités, et notamment les inégalités de la pauvreté. Nous avons donc, mes chers amis, un modèle à inventer, et l'Association des maires d'Île-de-France est évidemment à votre disposition, à votre service, à travers nos commissions, à travers tous les débats que nous initions, auxquels vous êtes nombreux à participer, pour essayer d'inventer ce nouveau modèle. Alors je sais bien
Le président que je suis, qui vous représente, devrait être là pour aller systématiquement au combat contre les gouvernements, pour essayer de maintenir un système auquel nous tenons tous. Mais ça n'est pas la réalité de demain, et je serais parfaitement irresponsable si je ne faisais pas preuve de lucidité, de clairvoyance et tout simplement d'honnêteté vis-à-vis de vous. Ce changement, mes chers amis, on peut le voir de deux façons. Se dire après tout que tout fout le camp, que la France des 36 700 clochers, elle est derrière nous et que c'est bien triste. Et puis il y en a une autre, qui était un peu dans ton message, chère Anne, tout à l'heure, qui consiste à se dire que finalement c'est exaltant. Nous avons un modèle à réinventer. À chaque tour d'élection électorale, nous prenons toutes et tous une gifle. À chaque tour d'élection, nous demandons si notre démocratie fonctionne encore. À chaque fois que l'on parle d'économie, à chaque fois que l'on parle d'emploi, on se demande quand est-ce qu'on va taper dans le mur. Eh bien, mes chers amis, parce que nous avons toutes et tous du talent, parce qu'il existe des élus qui sont investis, parce que nous avons des instances ou des associations comme la MIF, parce que nous avons, et je tiens beaucoup à elle, des entreprises partenaires de la MIF, partenaires des collectivités sans lesquelles nous ne serions rien, parce que nous sommes tous ensemble, joignons nos forces et inventons ce modèle dont nous avons tant besoin. Mes chers amis, je vous invite à nous retrouver pour les 20 ans du Salon de la MIF, déjà dans quelques semaines. Nous aurons très largement l'occasion de redébattre de tous ces sujets. Je nous invite surtout, on le fait finalement nous les maires tout le temps, à retrousser à nouveau nos manches. Il va falloir nous battre, il va falloir être convaincants, il va falloir accompagner nos habitants, mais ne jamais se détourner du chemin. Notre sujet à nous, c'est l'intérêt général. Notre sujet à nous, c'est aussi, à notre échelon, d'inventer la France de demain. Merci à vous toutes et tous et bonne année.